Je n'ai pas à être malheureux d'être né quelque part. Parce que chacun de nous est né quelque part. Exactement. Et personne de nous n'a choisi de naître là où il est né. Donc ça, il faut partir de ce constat. Deuxièmement, on a dit que ça renvoie à une mauvaise image de moi. On revient à la même chose. Oui. Pourquoi devrais-je avoir des problèmes du fait que je suis né dans une région du Cameroun? Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que Maurice Kamto est le candidat des Bamileke? Ah, attendez, je vais y arriver Oui. très rapidement. D'accord. Je trouve que, parce qu'on dit, c'est une affaire entre les Bamileke, ou le Ouest et Oui, centre. et le centre, tout à fait. Alors, si donc on est logique, on aurait donc dû se demander, mais enfin, pourquoi les Bamileke ne se sont-ils pas dressés contre l'actuel président, puisqu'il est de l'ère ethnique que l'on appelle Fambeti, donc, qui est censé donc être l'adversaire des Bamileke. Oui. Or, il ne me souvient pas que les Bamileke se soient dressés contre lui. Élément. Et si je voulais même ajouter une petite chose, les Bamileke ont été de ceux qui l'ont le plus soutenu pendant l'épreuve difficile des années 1984. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder. Et bien comprendre que nous sommes là dans la pure manipulation, qui en réalité est un héritage colonial. N'oubliez pas que la puissance coloniale, il y a une doctrine, les gens savent parce qu'on appelle la doctrine Gallieni. Gallieni était un général qui était en poste, c'est-à-dire gouverneur de Madagascar. Et sa doctrine était que chaque administrateur qui va en colonie doit bien connaître la sociologie et l'anthropologie du pays, c'est-à-dire les groupes ethniques, et les jouer les uns contre les autres. C'est exactement ce qui s'est... Sinon, comment pouvez-vous dire, enfin, comment peut-on dire qu'il y a un problème entre les gens de l'Ouest et du Centre, alors que c'est à peine s'ils ont une frontière commune? Parce que pour que vous ayez des inimitiés entre vous, il faut que dans l'histoire, vous ayez, par exemple, vous soyez combattus dans des guerres ou des choses comme ça. Et d'où viendrait-il qu'il y ait cette donc haine, antagonisme entre les gens du Centre et les gens de l'Ouest? Donc je ne comprends pas l'origine. Maintenant, deuxièmement, est-ce que je suis un candidat Bamileke? Oui. Mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que ce soit par ma trajectoire personnelle, ma propre vie personnelle, mon itinéraire professionnel, ceux qui me connaissent savent que c'est ridicule. Non seulement, bon, ce serait long à dire parce que j'ai des amis, je parle d'amis, pas de copains, d'amis d'enfance, de lycée et d'université dans diverses régions du pays. Les gens s'attendent à ce que je vienne décliner la composition de ma famille, que dans ma famille, il y a des gens qui viennent du centre et tout ça. Bon, que habite chez moi un enfant qui est, bon, au moins d'un couple, dont une partie, la moitié vient du centre et l'autre de l'ouest. Je n'ai pas besoin de dire tout cela. Je crois qu'il faut regarder chacun à travers ses actes. Ce sont des gens qui sont complètement désemparés, qui sont en tapis dans les officines, et nous les connaissons, qui agitent cela. Parce qu'ils n'ont pas d'argument à opposer au projet politique que nous proposons aux Camerounais. Je ne peux pas être un candidat d'une ethnie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ni Bamileke, ni de quelque autre ethnie. Je suis simplement le candidat porté par le souffle des Camerounais. Pourquoi? Parce que regardez notre parti. Pendant longtemps, on a dit que c'était un parti ethnique. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs qu'un journal a dit ces derniers temps, parce qu'on disait c'est un parti... Anecdote. Oui, non, avant anecdote. On dit c'est un parti des Bahamas. Vous avez entendu ça? Oui. Mais maintenant, on a dit maintenant, non, aucun Baham ne le soutient. Donc même son chef ne le soutient pas. Alors c'est un parti Baham ou c'est pas un parti Baham? Parce que si c'était un parti Baham, ce serait porté par tous les Baham. Alors, toujours sur les questions un peu discriminatoires comme celle. Après la corruption, on a encouragé la représentation tribale de soi, le repli dans les identités frelatées et morcelées de tous les Camerounais. Et on a imposé insidieusement et quotidiennement aux Camerounais de ne pas regarder son frère et sa sœur comme un concitoyen, mais de le regarder comme le membre potentiel d'un autre village, d'une autre tribu, d'une autre ethnie. Et quand ils sont même de la même ethnie, et même de la même tribu, ou même du même clan, d'une autre famille, et quand ils sont même de la même famille, on a appris aux Camerounais à se regarder à l'intérieur de la même famille comme des ennemis de groupuscules intrafamiliaux. C'est-à-dire que la division a été instillée dans ce peuple jusque pratiquement dans les chambres à coucher. On a enseigné aux Camerounais à se regarder par le prisme de la différence ethno-tribale, jusque dans les chambres à coucher. Et que le tribalisme poursuit le Camerounais même dans ses rêves.
l'amenant même dans une querelle avec sa propre femme, a accusé sa femme d'avoir donné les mauvais caractères des gens de son ethnie à ses enfants, et vice-versa. Le tribalisme est un mode de vie. C'est une manière de regarder l'autre. Le tribalisme, ce n'est même plus une tare au Cameroun. Non, c'est une structure oculaire. Vous voyez que les Camerounais se regardent à travers le concept de tribu. Le concept de tribu n'est plus une catégorie intellectuelle, non. C'est devenu une catégorie biologique et psychologique. C'est-à-dire que au Cameroun, les gens ne sont pas tribalistes de temps en temps. Non, ils sont d'abord tribalisés, d'abord tribalistes et après ils sont autre chose. C'est-à-dire que le pays est tellement atteint que les rares qui échappent sont considérés comme des marginaux et ils sont détestés. Ils sont pourchassés de partout dans le pays. Harcelés, pressurisés de partout dans ce pays. C'est-à-dire que les gens ont inscrit le tribalisme dans notre ADN. Ils ont réussi à nous rendre tribalistes même à l'intérieur de notre propre famille. Et ça a été pensé. Il faut que les Camerounais se rendent compte que cela a été pensé. Amener quelqu'un qui est chef de ton village, à te chasser de ton village. Ça a été pensé par le groupe instruit par la colonie. Oui. On va amener quelqu'un qui est le chef de ton propre village, dont la maison est en face de ta maison, à dire que tu es un renégat et à te bannir. Cette personne-là est souvent ton cousin. Vous avez parfois des pères qui ont eu les mêmes pères, des mères qui ont eu les mêmes mères. Et c'est cette personne que le régime va choisir pour te unir. Donc, il faut que vous vous rendiez compte. Il faut que vous vous rendiez compte du degré de destruction de notre société camerounaise. On nous a conduit à un niveau de destruction, mais nucléaire. Parce que c'est dans le noyau même de notre humanité. C'est notre ADN humain qui a été modifié par toutes ces pratiques. Et on est venu ajouter le spiritisme. Alors, ceux-là se sont établis sur les territoires de mon diocèse sous mon prédécesseur. Il y a eu le terrorisme politique, on a tué des prêtres, des religieux, des religieuses, des hommes en quantité, on a brûlé la moitié des paroisses, dynamité beaucoup d'églises. Je suis devenu évêque dans cette situation. J'ai senti dans l'atmosphère que les gens s'attendaient à ce que je fasse tout pour que la paix revienne. Je me suis entrepris comme j'ai pu et j'ai réussi à négocier avec les chefs rebelles et j'ai pu ainsi obtenir la paix. Malheureusement, lorsque le chef rebelle fut pris, on trouvait dans son sac un document qui révélait que je l'avais vu un certain nombre de fois pour négocier avec lui. C'est ce qui a occasionné mon arrestation. Mais si vous avez négocié la paix avec le chef rebelle, c'était à la connaissance du président de la République, j'imagine? Oui. Évidemment, il y a des mystères politiques pour lesquels je ne suis pas spécialiste et les choses sont passées ainsi. Alors après, une fois que la paix fut revenue, on vous a accusé de collaboration avec le Oui, chef de collaboration, de vouloir prendre le pouvoir, etc. Et on vous a condamné à mort. J'ai été condamné à mort. Ensuite, vous avez été gracié. Gracié, et puis ma peine a été commuée en détention perpétuelle. On dit que c'est le pape lui-même qui a obtenu votre... Le pape a beaucoup fait pour certainement m'obtenir la libération, puisque j'ai reçu en prison même 3 nonces apostoliques, Monseigneur Galina, Monseigneur Jadot et Monseigneur Storero, qui m'ont visité en prison 3 fois. Alors j'en suis très reconnaissant. Vous avez été en prison à peu près 5 ans. 5 ans, oui. J'ai vu dans un texte d'Amnesty International qui enquête, comme on le sait, sur l'état des prisonniers et l'état des prisons et le traitement que l'on fait subir aux prisonniers, torture, etc., que dans votre pays, au Cameroun, également, ça se produisait. Est-ce que vous avez été victime vous-même? Ça se produit dans tous les pays. Si je ne peux pas donner de détails, je peux vous assurer avec certitude que ça se pratique, puisque c'est une chose que j'ai vue de mes yeux. Et que vous avez subi? Bien sûr. Au moins par la menotte. Vous avez été menotté pour longtemps, hein? Oui, Combien de temps? Oui, à peu près 6 mois. Sans arrêt? Sans arrêt. Toujours menotté? Oui, oui. 24 heures par jour? Oui, oui. On voulait vous tuer de cette façon, j'imagine. Enfin, Dieu n'est pas distrait. Qu'est-ce qui s'est passé quand on vous a enlevé les menottes? Il s'est passé que j'ai eu de la difficulté pour refaire la gymnastique avec mes mains, pour les mettre par derrière, etc. Évidemment, j'ai dû réapprendre. Vous étiez presque paralysé, vous étiez paralysé. Presque, oui. Et ensuite, ça a été 4 années, un peu plus, dans un camp? Dans un camp, oui, de prison politique. Et c'est là que vous avez écrit un livre de théologie. Oui, c'est là que j'ai écrit. Bon, alors écoutez, vous êtes devenu
prêtre et puis ensuite évêque, vous avez été professeur aussi au séminaire et tout ça. Vous êtes né sous le régime colonial français. Le Cameroun n'était pas... Oui, c'est ça. Je suis né sous le régime colonial français. Et vous êtes le fils ou le petit-fils d'un roi, je crois? Enfin, je suis, c'est-à-dire mon père, par ma mère, oui, qui est fille d'un petit roi nègre. Qu'est-ce que ça veut dire, un petit roi nègre? On a l'expression ici souvent et on ne sait pas ce que c'est. Mais un petit roi nègre, ça veut dire que ce ne sont pas des rois aussi puissants que Louis XIV, vous voyez. Non, j'imagine. Mais la preuve, c'est qu'ils ont été trônisés, ils n'ont pas été foutus de se libérer, n'est-ce pas? Donc, vous savez, les rois nègres chez nous, ce sont des types de même puissants. Celui dont je parle de la famille de ma mère avait tout de même une cinquantaine de femmes. Une cinquantaine de femmes. Quand on dit polygame, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et ce n'est d'ailleurs pas nouveau. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Samuel, on raconte que Salomon avait 1000 femmes, hein, 700 femmes et 300 concubines. 50 femmes après ça, vous savez, ça paraît pas grand-chose. Ça, c'était votre grand-père. Oui, il avait 50 femmes. Il y a eu combien d'enfants, lui? On mettait plus de 100. Plus de 100 enfants. Plus de 100. J'imagine qu'il faut être riche, évidemment, pour ça. Ah, bien sûr. Un polygame est un capitaliste à sa manière, mais c'est un capitaliste, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Un pauvre ne peut pas être polygame. Le pauvre n'est pas polygame. Je me souviens que je demandais à un chrétien, même M. Marcus, c'est dommage qu'il n'a qu'une femme. Il disait, mon père, mais où est l'argent? Où est l'argent? Si j'avais l'argent, j'aurais bien sûr, un polygame en esprit. Mais alors j'imagine que ça signifie, sur le plan de l'esprit de famille, quelque chose de tout à fait spécial. Ah, c'est très spécial, parce que l'enfant, voyez-vous, est éduqué surtout par la mère dans une famille polygamique. Surtout par la mère. Le père intervient pour les questions peut-être de dépenses scolaires, mais pour nourrir, tout ça, c'est la mère. Hein? C'est la mère. Mais, il y a beaucoup de nos prêtres noirs et de sœurs noires religieuses. En 1992, en septembre 92, vous êtes nommé tout premier préfet de la Villa, qui était né de l'éclatement de l'ancien valet du Ntem. Non, l'ancien Ntem. Voilà. Donc vous arrivez en plein pays organisateur chez le président de la République, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas celui qu'on attendait. Oui, il y a une histoire assez longue. Oui, mais, on va essayer d'être très bref. Oui. Il y avait un gouverneur qui était nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus. Bon, quand il est parti, on a nommé un préfet nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus, et puis il est parti, et quand moi j'arrive, c'est encore un nordiste. Alors quand il demande, mais c'est monsieur Abakar Ahmad, c'est un gars d'où on dit que c'est un nordiste. Le maire a refusé même de venir faire le discours de bienvenue. Ben oui, et justement, dans votre livre, vous citez le maire de l'époque, Samuel Enamba, qui dit, et là je cite ce que vous avez écrit dans votre livre, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Oui, ça c'était pas avec moi, ça c'était avec mon prédécesseur. Ah, ça c'était avec votre prédécesseur. Oui, parce que moi, il n'a même pas prononcé le discours. Il n'est même pas venu à votre installation. Tout à fait. Alors, et le pompon? Le pompon, c'est lors de votre cérémonie d'installation boycottée par le maire d'Ebolova, Samuel Enamba, et le gouverneur de l'époque, Bernard Minelli Elomon, lors de votre installation, il tient quand même un discours incroyable. Et là, je vous cite également, on ne commande pas les boulous, comme on commande les bayas, les bassa ou les foulbés. Alors, comment le public a réagi à ces mots qui sont quand même terribles? Et vous-même, comment vous avez réagi? Bon, moi, j'étais surpris parce que c'est un gouverneur que je connaissais très bien. Je l'avais déjà eu comme préfet voisin. Et quand j'étais en Gaoundal, il était à Meganga. Et puis, il est devenu gouverneur de la Damawa, donc mon patron. Donc, quand je venais travailler avec lui, je croyais être dans des très beaux draps parce que c'était mon patron. Il me connaissait. Mais j'étais surpris par ce discours-là. Mais le public avait accueilli ça avec un enthousiasme incroyable. Les applaudissements en n'ont plus terminé. Et puis, à la fin, chaque fois que je posais un acte, on me rappelait qu'on ne commande pas les boulots comme on commande les bassas ou les bayas et les peuls, etc. Ça a été terrible parce que c'est le gouverneur qui leur a tendu la perche pour se rebeller contre moi. Tout ce que je posais, c'était pas digne des boulous. Ce n'est pas ça qu'on devrait faire au boulot. Alors, et là, nous sommes dans les années, nous sommes en 1992. Il y a les premières élections présidentielles après le retour au multipartisme, et il y a des actes de vandalisme dans la région du Sud, notamment à Ebolova, et vous racontez dans votre ouvrage que les actes de pillage étaient parfois soutenus par les élites. Non, mais c'était pas soutenu, c'était organisé parce que c'était organisé par les élites. Oui, en plein jour. Et ce maire avait un pick-up
à l'époque, il n'y avait pas de double cabine, c'était les monocabines. Il avait pris des gens, j'ai cité son nom. Il a pris des gens dans le pick-up et il venait les déposer devant les boutiques. Il disait, cassez-moi ça. Oui. Alors, c'était pour les halogènes. Oui. C'était les boutiques d'halogènes. Quand les casseurs se trompaient, il dit, non, 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 pas celle-ci, l'autre boutique, etc. Et c'est incroyable. Nous ne pouvions rien faire parce que il se trouve que moi, j'étais préfet nordiste. On m'avait étiqueté comme UNDP. Oui. Mon commandant de compagnie était Bamoun, il était étiqueté comme UDC. Le commissaire de sécurité publique était Bamileke, c'était SDF. Même le commandant du GMI, qui n'était pas mon collaborateur, était un anglophone, il était SDF. Donc on nous avait étiqueté comme cela, et il était même interdit aux éléments de respecter les ordres de leur chef. Parce que nous étions un collège d'opposants. Et nous avons assisté impuissants à cette casse-là. À ce pillage-là. Et quand on volait les choses, on les déposait dans un talveg là qu'on appelle un kovos, derrière la tribune à l'époque. Et avec la programmation de faire sortir ça la nuit. Donc je convoque une réunion avec mes collaborateurs opposants, et j'échafaude un plan, c'était aussi du bluff. Je dis, bon voilà, je vais faire un communiqué pour dire que j'institue un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Et que tous les véhicules qui seront rencontrés dans la rue, en dehors de nos 3 véhicules, seront considérés comme les véhicules des vandales et on les traitera comme tels. Alors, j'ai fait faire ce communiqué-là en boulou, toumou, toutes les langues à la radio. Et les gens ont pris peur, les gens n'ont pas pu ramasser et évacuer les produits volés. Et le matin, nous nous sommes entendus avec le quartier militaire. Il nous a donné quelques éléments. On a donc fait un petit bouclage pour récupérer ce qu'on avait volé ou qu'on n'avait pas pu évacuer. Et évidemment, le matin, le gouverneur, comme le couvre-feu avait déjà pris fin... Vous aviez osé décider d'un couvre-feu, et on vous a rétorqué que ce n'était pas possible dans la région du chef de l'État. Voilà, donc on me convoque le matin et j'arrive, je trouve le gouverneur avec ses collaborateurs et on ne me donne même pas, on me demande même pas de m'asseoir. On m'allume, j'étais debout en tenue de commandement parce que j'avais une opération de rafle. C'était le commandant des légions, il commence, c'était des injures, etc. En me rappelant que nous sommes dans la province du chef de l'État, on ne peut pas venir faire ce genre de choses. Le commandant qui était supposé être sous vos ordres? Non, sous les ordres du gouverneur. Oui, c'était son collaborateur. D'accord. Alors, après lui, c'est le chef de service provincial de la sûreté, et puis après c'est un autre, etc. Et j'ai dit, bon, ben si je ne bluffe pas ces gens, peut-être que je n'aurai pas la paix. Oui. Alors, j'ai demandé à quel titre ils s'adressaient à moi comme cela, parce qu'ils sont dans mon territoire, ils sont mes administrés, et puis ils osent me parler sur ce ton. Oui. Et je dis même le gouverneur qui est là, il n'est gouverneur que quand il a les 4 préfets du Sud ensemble. Il ne peut pas parler du département de l'Anvila comme gouverneur. Donc de quoi vous parlez? Alors ça a commencé à faire tilt dans leur tête. Et puis le commandant des légions me dit il faut que j'aille démonter mon dispositif de rafle. Oui. Bon, ben je lui ai dit que qui peut le plus peut le moins. C'est idiot, mais ça existe. Il a pris son Motorola, il a demandé au commandant de compagnie de dégager les forces. Et moi, j'ai claqué la porte sur eux, je suis parti. Après d'ailleurs, pour ce problème, j'ai été voir Monseigneur Ama, qui était l'évêque du diocèse Ebolova-Kribi à l'époque, avec résidence à Ebolova, pour lui raconter mon infortune et lui demander de faire une prière et de demander aux chrétiens qui ont ces choses-là chez eux de ramener. Et il est allé faire une grosse prière en demandant aux chrétiens de ramener ces choses-là. Et si ils ont peur
des yeux des hommes qui l'attendent l'obscurité de la nuit pour ramener. Et le matin, évidemment, comme on n'a pas dit où ce qu'il devrait mettre, c'était l'évêché qui était plein de paquets de sucre, de matières qu'on avait. Je n'ai pas à être malheureux d'être né quelque part. Parce que chacun de nous est né quelque part. Exactement. Et personne de nous n'a choisi de naître là où il est né.